Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de la CPME avec Corinne Leguin, notre intervenante, qui va vous présenter aujourd'hui un sujet, je pense, assez clé pour toutes les entreprises que vous êtes et entrepreneurs. Comment choisir le CRM qui vous correspond. C'est un webinaire qui vous est présenté dans le cadre du programme ADPME, Académie digitale des PME, qui permet justement d'aborder tous les sujets numérique digital, acculturation aux outils pour les TPE-PME. Et sans transition, je laisse tout de suite la parole à Corinne. Merci Axel, bonjour à tous, ravi d'animer ce nouveau webinaire de l'Académie digitale des PME, donc qui, comme Axel l'a dit, est un programme qui a été lancé à l'initiative de France Num, financé effectivement par BPI-France et puis des fonds européens. L'idée est de pouvoir effectivement sensibiliser les TPE et les PME franciliennes au digital et voir tout ce qu'elles peuvent tirer donc du digital. Sur ce programme, nous abordons, on va dire 6 axes, que sont la stratégie digitale, donc comment digitaliser, on va dire, mon environnement, le marketing digital et la relation client, et là, je dirais que le sujet d'aujourd'hui est dans ce domaine-là. Les canaux de vente. Les canaux de vente, c'est effectivement être capable de vendre avec un site internet, mais aussi, pourquoi pas, avec des plateformes. La digitalisation des process, donc là, c'est tout ce qui va faire que, en automatisant un certain nombre de process, vous allez pouvoir être plus efficient et donc plus performant. Et puis 2 autres sujets que sont la cybersécurité, la conformité et la gestion des données. Donc pour ce qui nous concerne, moi je suis effectivement associée Digispin, nous travaillons sur les 4 premiers thèmes et nos confrères Cyberzen travaillent sur la cybersécurité et DPO Consulting sur le volet conformité RGPD. Donc quelques mots sur Digispin avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, j'aurais pu dire aussi que, bien évidemment, pendant ce webinaire, vous pouvez poser des questions dans le chat, dans le chat ou dans la partie questions. Nous garderons une vingtaine de minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre, si toutefois les réponses n'avaient pas été fournies pendant le déroulé du webinaire. Alors, Digispin, nous sommes un cabinet un petit peu particulier, puisque c'est un cabinet, on pourrait dire virtuel, qui a maintenant quelques années d'expérience et qui est spécialisé dans la transformation des entreprises à l'ère du digital et qui s'appuie sur une communauté de 150 consultants qui sont des indépendants aux compétences très variées sur tous les axes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous couvrons un si grand nombre de domaines. Nous nous appuyons aussi sur une plateforme digitale, effectivement, qui facilite la mise en relation des entreprises. Et puis, je vous indiquais notre raison d'être en bas de ce document qui explique bien qu'effectivement, ensemble, c'est-à-dire les consultants et nous, nous souhaitons accompagner les PME dans une transition équitable, au même titre que les plus grandes entreprises, mais aussi humaine, hein, c'est-à-dire que le facteur humain est pour nous important, et inclusif, c'est-à-dire qu'on inclut à la fois ces TPE et les indépendants qui ont quelquefois du mal aussi à pouvoir se rapprocher des entreprises. Alors, on a parlé tout à l'heure de centrer sur le facteur humain. Effectivement, c'est très important parce que le digital, pour certaines entreprises, il y a des craintes, il y a des réticences. Il y a des réticences généralement par méconnaissance. Donc l'idée, c'est de travailler vraiment avec une méthode, on va dire, d'intelligence collective, d'être capable d'impliquer ses collaborateurs, pourquoi pas aussi ses clients et ses fournisseurs, dans cette digitalisation de l'écosystème, et puis surtout de travailler de manière agile, c'est-à-dire pas avec des bascules de type Big Bang, mais plutôt avec des choses extrêmement progressives. Certains appellent ça la méthode des petits pas, méthode agile, peu importe. Donc ça, pour nous, c'est capital. Et puis aussi, dans les solutions qu'on propose, on y reviendra aujourd'hui, on propose des solutions innovantes, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut utiliser des logiciels du marché, mais ce qui nous semble intéressant pour nous, c'est d'accompagner nos clients dans des solutions adaptées à leur taille, à leur process, et on verra qu'on peut avoir des solutions aussi pour le CRM de cet ordre-là. Alors, le digital n'est pas une fin en soi, bien entendu. Le digital, ça doit permettre aux entreprises, et ce slide-là le démontre, pour nous, il y a 4 axes qui sont importants et qui sont les apports du digital pour les petites entreprises. Le premier, c'est que l'entreprise n'a pas le choix et doit s'adapter à la digitalisation de son écosystème. Je vais vous donner un exemple très simple. La mise en place du télétravail, il y avait une sorte de à l'origine d'obligation de passer en télétravail pendant cette crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est moins une obligation qu'un souhait des collaborateurs de travailler en hybride, c'est-à-dire de partager son temps entre le télétravail et le travail présentiel. Eh bien, là, il y a donc une contrainte pour les entreprises pour que tout cela fonctionne bien. Alors,
chez Digispin, on a une offre qui porte le nom de Digistentiel qui permet de prendre en compte, tous ces éléments-là. Le 2e axe, c'est l'efficience augmentée, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure d'automatisation des process, là aussi, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'efficience, c'est pouvoir faire plus de choses, tout en ayant, les mêmes moyens, en particulier les moyens humains. Eh bien, DigiSpace, c'est ce qui permet, par exemple, de faciliter les encaissements pour les entreprises, de mettre en place ce qu'on appelle des paiements numériques, tant pour les paiements reçus qu'émis, et donc de gagner du temps. C'est un exemple, bien évidemment. La croissance accélérée, donc la croissance accélérée, c'est que par le digital, vous allez pouvoir trouver de nouveaux relais de croissance. La mise en place, on le verra tout à l'heure, du CRM, c'en est un d'ailleurs, d'axe digital qui permet de croître plus vite, hein, par justement une meilleure maîtrise de tous les process commerciaux, des choses comme ça, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, le digital vous permet aussi, aussi vous adapter, au monde qui vous enterre, en particulier en termes de business model. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent, il peut y avoir de nouvelles offres qui sont mises sur le marché par le digital. Eh bien, tout cela, peut permettre effectivement de vous repositionner, et vraiment d'avoir une approche différente de votre marché. Et pour cela, nous accompagnons effectivement les entreprises avec une offre qui s'appelle DigiSpring sur lesquelles on peut avancer. Et puis pour avoir un accompagnement complet, on a aussi construit à la fois un diagnostic de maturité, comme il peut y avoir aussi au sein du programme ADPME, alors le nôtre est un peu différent, mais qui vous permet de savoir où vous en êtes. Et ça, c'est quelque chose de capital, savoir où vous en êtes, pour savoir par quoi commencer et pour savoir comment s'organiser, hein. Et puis DigiSkills, eh bien, c'est notre offre de formation, on va dire au sens très large, c'est-à-dire que, c'est pas le tout d'avoir une offre de conseil, mais il faut y avoir aussi une offre de sensibilisation ou une offre d'approche d'acculturation au digital, que nous proposons au travers, de cette offre DigiSkills. Je vais vous dire 2 mots de mon parcours pour, excusez-moi, j'ai cliqué un petit peu rapidement. Donc effectivement, je suis associée conseil, chez Digispin et moi ma spécialité, c'est d'accompagner, par du conseil, digitaliser les TPE et les PME dans leur transformation. Ça fait 12 ans que j'ai créé mon propre cabinet avant de devenir associée, à Digispin. Globalement, mon objectif, c'est effectivement de permettre à une entreprise, qui s'interroge, qui veut redynamiser son activité, de savoir bien tirer parti du digital, mais pas que du digital, aussi de pouvoir tirer prix des pépites qu'elle peut avoir. On en a parlé notamment lors d'un récent webinaire que j'ai animé sur le thème du développement commercial. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le replay et de les amener à en quelque sorte, à atteindre des objectifs qu'elles auraient du mal à faire si elles ne se remettaient pas en cause. Voilà. Donc les missions sont des missions d'audit, de business coaching ou plus globalement de du pilotage de projet, par exemple, pourquoi pas pour mettre en place une solution CRM. Alors, pour aborder le sujet du CRM, comment choisir un bon CRM? La première question que j'ai souhaité, traiter, c'était, est-ce que pourquoi j'aurais besoin d'un CRM pour, ma TPE-PME? C'est souvent une question que me posent les clients que je rencontre. «Bah, écoutez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça, on a vécu jusqu'alors sans ça». Ce qu'on va voir, c'est effectivement pourquoi, aujourd'hui un CRM devient, moi j'allais dire incontournable dans bon nombre de cas. On va voir qu'il y a aussi différentes formes, évidemment. Alors déjà pour les non initiés, ça fait du bien des fois de revenir au bon vieux basique. CRM, qu'est-ce que ça veut dire? Customer Relationship Management. En français, c'est l'acronyme, d'une solution numérique qui est dédiée à la gestion client. Donc ça, c'est déjà, la gestion de la relation client, pardonnez-moi. Donc ça, c'est déjà, quelque chose de base. Maintenant, la relation client, c'est quoi? Donc je me suis référée à une définition que l'on trouve, souvent par les experts, qui explique que ce sont l'ensemble des échanges entre une entreprise ou une marque et son public, hein, peu importe si on travaille en B2B ou en B2C, sur l'ensemble des canaux et par tous les modes de communication qui existent. C'est-à-dire à chaque moment que vous avez une interaction avec un client, que ce soit pour lui vendre quelque chose, que ce soit pour lui envoyer une communication, que ce soit pour lui réclamer un paiement, eh bien, vous êtes dans cette mode de relation client. Alors, si on regarde maintenant d'un petit peu plus près, cette relation client, comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps? Avant, on parlait de cycle de vente, hein, c'est-à-dire qu'on avait un prospect, on faisait une avant-vente, on négociait, on vendait, on livrait, on payait. Voilà, l'affaire était faite et on disait: «Ben voilà, mon client est content, je veux qu'il soit satisfait», et cetera. Et puis progressivement, il y a de nouveaux concepts qui sont arrivés, de nouvelles choses qui se sont mises en place avec effectivement l'arrivée de la place du digital. Et là, on a plus parlé de parcours d'achat. Alors, le parcours d'achat, c'est-à-dire qu'effectivement, ça vous arrive vous-même dans votre vie, personnelle, parce que ça, ce que je vous raconte là, c'est vrai en B2B, en B2C. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un besoin, il y a un besoin qui arrive un jour chez vous, alors qui est provoqué par quelqu'un, par une pub, par quelque chose, ou vous-même, vous vous rendez compte dans votre vie que vous avez un besoin, et ben, vous commencez par aller chercher des informations sur internet.
Ça, c'est évident. Vous dites: «Beh, tiens, qu'est-ce qui existe sur le marché? Je veux m'acheter une voiture ou même je veux m'acheter une robe pour les soldes», peu importe ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, les entreprises en B2B le font aussi, hein. C'est ça qui est un peu plus récent que par rapport au B2C. Donc on va chercher des informations. On va chercher des informations et puis, heu, on regarde un petit peu, si les gens sont satisfaits, s'il y a des choses comme ça, s'il peut y avoir des témoignages. Et même au-delà de cela, Heu, plus récemment, on est venu à parler d'expérience client. C'est-à-dire que là, la notoriété, de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on peut entendre d'elle, toute sa e-réputation, on va dire, est complètement essentielle. Et pour cela, il y a aussi tout un tas d'informations qui sont recueillies, qui doivent être recueillies par tous les clients de cette marque ou de cette entreprise. C'est-à-dire que, bah, est-ce que les gens sont fidèles? Est-ce qu'il y a de l'affect? Est-ce qu'on aime la marque? Est-ce qu'il y a des communautés autour des marques et cetera? Et là, on arrive à ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire être capable depuis, on va dire même pratiquement avant le besoin, c'est-à-dire que les marques aujourd'hui, et ça on le voit plus, c'est plus développé en B2C qu'en B2B, mais le B2B aujourd'hui arrive à faire cela, c'est-à-dire qu'on doit développer une notoriété, mais sur le net, hein, donc c'est pour ça que ces 2 cadres qui sont expliqués en rouge, correspondent au digital. Et aujourd'hui, toutes les études montrent qu'une grande partie de la décision d'achat se fait avant la rencontre d'un humain. Ça correspond en gros à 50 de la décision d'achat, hein. C'est le cadre rouge que vous avez, sur la partie là qui va de notoriété à prospect. Ça, c'est en gros 50 de cette décision, est faite sur le digital. Et si on considère que cette phase aval ici, ne fait intervenir pas vraiment beaucoup d'humains, hein. Vous recevez tous des avis, vous avez travaillé avec quelqu'un, on vous dit: «Qu'est-ce que vous pensez de moi?» et cetera. Alors qu'effectivement cette phase est essentielle dans la fidélisation ou le rebond. Bah, il est fort à parier que, on va dire 60 à 80 de toute l'expérience client qu'on voit là, et donc les décisions sont réalisées à travers du digital sans intervention humaine. Donc ça veut dire que, bah, cette relation, quand on veut bien la piloter, il faut vraiment être extrêmement vigilant et rajouter tout ça. Alors ce que je vous raconte, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire l'ouvrage de quelqu'un que moi je connais très bien, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Vincent Caltabellota, qui a écrit «L'homo commercialus du XXIe siècle» et qui explique effectivement cette évolution. Et là, aujourd'hui, tout le monde doit le prendre en compte. Et là, on comprend bien qu'à toutes ces étapes, eh bien, effectivement, il doit y avoir, des choses importantes. Les enjeux de la relation client aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement ne plus se contenter, d'avoir une satisfaction client. Ça, c'est le moins qu'on peut faire. Le client doit être satisfait. C'est vraiment un facteur clé. Mais on doit être plutôt ce qu'on pourrait appeler, customer centric, c'est-à-dire que toute l'entreprise soit tournée vers cette satisfaction du client. Des études le montrent, hein. Vous voyez qu'il y a des études de Deloitte qui disent qu'une entreprise qui est vraiment centrée sur son client est plus rentable que les autres. Et ce que je veux insister, c'est que tous les collaborateurs sont impliqués. Aussi bien, l'assistante qui est en charge de la relance des paiements, qui doit inviter, enfin contacte un client pour lui rappeler un paiement, que la personne qui appelle le client pour, prendre rendez-vous pour aller chez elle, que c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Et donc à ce moment-là, on comprend bien qu'effectivement, toutes ces personnes qui travaillent dans la relation client doivent s'appuyer sur une solution dans laquelle elles vont partager de l'information. Donc cette relation client, c'est le veilleur d'image aussi de l'entreprise, par tous les canaux, que ce soit par internet, que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au travers des discussions internes, que ce soit dans des communications que vous pouvez faire dans la presse et cetera. Donc là aussi, c'est l'omnicanalité qui est toujours là et sur laquelle il faut avoir effectivement le même niveau de communication. Donc, il y a aussi l'importance des données, c'est-à-dire qu'on doit connaître son client, on doit connaître ses habitudes et puis on doit surtout entretenir que tout cela soit complètement à niveau. C'est-à-dire que dès qu'on a une information nouvelle sur un client, on doit effectivement le faire savoir à l'ensemble de l'entreprise et c'est pour ça que le CRM est un vecteur important dans ce cadre-là, dans le cadre de la relation client. Pour poursuivre, effectivement, l'idée, c'est aussi, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une grande partie du digital. L'idée, c'est de renforcer ces interactions avec le client à toutes les étapes, en étant à l'écoute et en ayant des échanges humains de proximité. Alors, il y a des choses qui se passent en pur digital ou pas, ça dépend d'ailleurs de vos activités ou des habitudes de vos clients. Mais en tout cas, on doit être réactif, on doit être à l'écoute et on doit le plus possible être en mesure de respecter ces délais et d'être avec de la qualité. Alors pour respecter des délais, bien sûr, il y a les délais de livraison, mais prenons le cas d'un service après-vente, le service qu'on appelle le service client. Eh bien, quand quelqu'un vous appelle, vous devez être très réactif, vous devez avoir donc c'est pour ça que là aussi, il faut des alertes, il faut des choses parce que, bah, pour que vous soyez alerté de demandes qui arrivent et de choses comme ça.
Donc aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez vu, fidéliser ses clients n'est plus suffisant. L'idée, c'est d'en faire des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de parler de vous et de faire des témoignages et des recommandations, mais encore une fois, des choses qui soient fiables. Parce qu'on voit un peu partout des témoignages ou des avis, qui peuvent être achetés à quelques sous près et là, c'est délicat. Donc surtout si vous travaillez dans ces avis et dans ces recommandations, faites-le avec des organismes qui ont pignon sur rue, qui sont agréés et qui peuvent témoigner de la véracité de tout cela. Donc le CRM, va nous aider au service de notre performance commerciale pour mieux servir cette relation, en proposant un certain nombre de choses qu'on va détailler dans ce qui va suivre effectivement, mais ça s'appuie globalement sur ces 4 sujets-là. C'est les 4 points clés du CRM. C'est d'être capable d'avoir une base de données unique, partagée et segmentée de contacts et de sociétés. C'est-à-dire que les populations avec lesquelles vous travaillez, vous allez pouvoir garder un maximum d'informations sur elles. Pas uniquement leurs coordonnées, mais on va voir plein d'autres choses. C'est aussi la mémoire de toutes les interactions commerciales que vous avez avec elles, c'est-à-dire les rendez-vous, les comptes rendus de rendez-vous, les emails échangés, les envois de devis, propositions, et cetera, et cetera. Ça peut être aussi le signalement d'anomalies, peu importe, mais ça veut dire que quiconque est légitime pour aller dans l'application CRM et donc a les habilitations qui vont bien évidemment, pourra voir, en l'absence de ses collègues, un voir un petit peu ce qui se passe et être capable, vous si vous êtes dirigeant, de voir que tel commercial a dit ci, a fait ci et pouvoir répondre à un client même à l'absence de celui-ci ou mieux comprendre une situation client, en ayant un petit peu l'historique de tout ce qui a pu se passer. Mais c'est aussi un support aux process commerciaux et ça, c'est important parce que, j'ai des clients qui voulaient mettre en place des CRM il y a quelques années, hein, c'est plus maintenant, mais il y a quelques années. On met en place un CRM, pour eux, c'est une base d'information, c'est-à-dire c'est la liste de leurs clients. Ça va au-delà de ça, si on met que ça, on n'aura pas tout le ROI maximum que peut apporter donc le retour sur investissement maximum que peut apposer un CRM. Ça doit être aussi un support à tous les process commerciaux. C'est-à-dire que, avec un CRM, on pourra plus facilement, j'ai donné des exemples, améliorer la relance des devis, savoir, ça me permettra aussi d'optimiser nos tournées commerciales, puisqu'on a aujourd'hui des géolocalisations qui permettent de dire: «Je suis à tel endroit, qui je pourrais aller voir autour?» C'est aussi l'amélioration du SAV, hein, qui est un process fondamental aussi dans tout cela. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important au niveau des supports au process. Et puis c'est aussi, heu, un outil indispensable pour un vrai suivi et un pilotage d'activité commerciale. Je vois trop souvent chez des clients, il y a pas de réunion commerciale, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ou 2 commerciales, c'est pas la peine d'avoir des équipes, une équipe pléthorique, mais 2-3 commerciales, le dirigeant a en tête à peu près ce qu'ils font, mais on ne sait pas combien on a dans ce qu'on appelle le pipe d'affaires, hein. Le pipe d'affaires, c'est, comme un pipeline, c'est le tuyau qui amène l'oléoduc qui amène le gaz ou le pétrole d'un endroit à un autre. Le pipeline d'affaires, c'est, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme devis en cours et qui n'a pas encore abouti en signature ou au contraire en abandon, mais globalement, c'est toutes les affaires en cours, les opportunités en cours, hein. Quand on n'a pas de visibilité, c'est difficile des fois, donc le CRM permet de suivre et de piloter cette activité commerciale. C'est-à-dire piloter en sachant on a une baisse d'activité, une montée d'activité, le taux de transformation que l'on a, c'est-à-dire c'est bien beau, on fait 15 devis, mais on signe que 2 affaires. Est-ce que c'est normal? On analyse, on regarde et on voit comme ça, on peut toujours s'améliorer et avoir aussi des idées effectivement sur où on va, la prévision commerciale. Donc voilà les principaux points forts. En résumé, je dirais que, sur ce de vue très global du CRM, c'est le cockpit pardon, du responsable commercial ou dirigeant, c'est-à-dire une sorte d'une tour de contrôle, hein. On regarde vraiment, on a tous les éléments, tous les indicateurs qui permettent de savoir où on en est au niveau commercial et puis sur le commercial, lui, ça va être vraiment son poste de travail. C'est-à-dire que, il faut qu'il retrouve tous ses rendez-vous, qu'il retrouve tout ce qu'il a fait, ses envois avec les clients, tous les échanges, c'est vraiment son poste de travail et aussi de tous les acteurs de la relation client. C'est-à-dire qu'effectivement, avant d'aller relancer un client, pour un paiement de facture, un œil au CRM pourrait permettre de dire: «Bah, oui, effectivement, on sait qu'en ce moment, il y a un souci parce que, on est en train de résoudre tel problème, parce que, on a livré ça, mais il manquait une pièce, donc c'est normal que le client ne paye pas parce qu'il attend quelque chose». Ça te donne des informations qui permet au moins, quand on fait la relance, de dire: «On sait qu'il y a un problème, mais, aujourd'hui, quelle visibilité vous avez sur le paiement?» Mais de l'atta enfin d'entamer une conversation, je dirais, en ayant toute la connaissance du contexte et en évitant ainsi des impairs. Donc ça, c'est un des points capitaux, importants dans le CRM. Les bénéfices, alors c'est vrai que vous les constaterez à la fin, mais j'ai souhaité quand même commencer par ça parce que, les bénéfices,
Certes, c'est l'augmentation des ventes et du CA par une meilleure connaissance client, des interactions qui sont plus ciblées. C'est aussi l'intégration avec les autres applications, on verra lesquelles tout à l'heure. C'est le fait de mieux connaître les clients, mais ça veut dire qu'une action marketing ou une action commerciale, elle est ciblée, hein. Quand on a une base d'informations, bah, où on ne sait pas, qui est le client, dans quel secteur il est, où est-ce qu'il est localisé, est-ce qu'il a déjà acheté certains de nos produits et cetera, bah, on lance un petit peu des actions, mais un petit peu à l'aveuglette. Or, ça coûte cher des actions. Donc, quand on les fait plus ciblées, elles ont déjà plus de résultats et puis, ça veut dire qu'on a un ROI plus important. C'est aussi une augmentation du collaboratif et ça, c'est très important parce que la force de vente, FDV Force de vente ou les autres équipes, toute l'entreprise est en charge de la relation client. Donc, c'est pas uniquement un problème de commercial, c'est un problème d'équipe commerciale, c'est un problème de toute l'entreprise. Et puis, pour l'entreprise, ce sera effectivement un gain de temps. Il y a beaucoup d'automatismes qui peuvent être mis en place avec un CRM, c'est des courriers types, c'est des automatisations de tâches, c'est des choses comme ça qui font qu'on peut aller qui font qu'on gagne vraiment du temps et donc les commerciaux peuvent se concentrer. Par exemple, le reporting, sort tout seul si les commerciaux, je dirais, alimentent ont une certaine hygiène de vie, si je puis dire, alimentent bien le CRM, les reportings sortent automatiquement, il n'y a pas besoin de repasser du temps à faire, un rendu chaque semaine qui dit: «Bah, j'ai fait des rendez-vous, j'ai vu ci, j'ai vu là», parce que tout est dans le CRM et la réunion commerciale se fait là, donc on gagne vraiment du temps. C'est plus de réactivité et puis c'est surtout d'offrir une meilleure expérience client. Ça veut dire une meilleure expé que le client sente qu'on s'occupe mieux de lui et qu'il est vraiment au centre de nos préoccupations et ça, c'est capital, mais à la fois, pour avoir un retour sur investissement maximal, il y a des bonnes pratiques, on y reviendra et surtout, il faut vraiment que les process soient mis en place et on va y revenir tout au long de ce webinaire. Donc, rentrons maintenant, une fois qu'on a compris, j'espère que vous êtes convaincus qu'un WebIM est important. On va voir comment on choisit qu'un CRM, excusez-moi, j'en bégaye, qu'un CRM est important. Comment choisir un CRM qui nous convient? Première question, à partir de quand dois-je installer un CRM? Ça, c'est une question que me posent beaucoup de gens. «Oh, on va attendre encore un petit peu, on va encore un petit peu». J'ai essayé de remettre ici les raisons dans lesquelles certains d'entre vous se retrouveront peut-être, qui me semblent importantes, heu, pour dire choisir le bon moment, d'utiliser un CRM. Le premier, c'est ce qu'on appelle la gestion des historiques. Alors des historiques des interactions, j'aurais pu mettre aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où, si vous avez un fichier Excel, vous avez sur une ligne le fichier avec, le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse et cetera. Puis au bout, vous pouvez rajouter une colonne qui dit, commentaire. Commentaire, «J'ai essayé de le joindre telle date et puis, il m'a répondu: "Rappelez-moi dans 2 mois"». Bon, alors, c'est bien, mais comment on regarde ça et cetera? Bon, alors Excel, c'est bien, mais c'est aussi sur le poste. Alors ça peut être partagé sur des Google Drive ou des choses comme ça ou même des OneDrive, peu importe, c'est sur le cloud, mais c'est quand même des fois, on a quand même une limite pour tout ce qui est historisation des choses. Bien. La 2e chose qui doit vous faire tilt, c'est quand vous avez plusieurs bases de données et qui sont incohérentes. Moi, j'ai eu des clients qui avaient, une base de données pour ce qui était la gestion des devis. Et puis, ils avaient une base de données pour ce qui était la gestion de la facturation. Et puis, ils avaient une base de données, ce qui était aussi pour la gestion des interventions, parce qu'effectivement, le site de la facturation n'était pas le même que celui, bon, mais c'était qui le client? Où il était? C'était lequel? Bon, on ne savait pas. Donc, ça veut dire que quand vous avez comme ça pas mal de bases de données qui sont incohérentes, avec des noms de personnes différents et cetera, sachant que c'est un tout l'entreprise, bah, vous vous posez la question parce que, vous avez même plus, dans une base, il va porter le numéro, 24 300, dans l'autre, il va porter le numéro, son nom, écrit en clair, dans l'autre, il va avoir une autre codification, peu importe. Donc et ça, c'est une réalité tant pour les prospects que pour les clients, d'avoir de multiples bases de données. Le pire, c'est quand les bases de données sont personnelles, c'est-à-dire que les bases de données existent, comme on le faisait autrefois. Alors ça fait rire, les plus jeunes quand je parle de ça, mais c'est pas si ancien que ça. Les représentants ou les gens avaient une boîte de chaussures dans laquelle ils avaient leurs fiches. Eh bien, chaque représentant avait sa boîte à chaussures et quand il partait d'une entreprise, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il partait avec la boîte de chaussures. Et donc là, on n'avait plus d'infos et c'est effectivement, c'est ce qui est marqué ici au point 5, manque de réactivité, voire perte d'information, absence au départ du collaborateur. C'est-à-dire si tout est géré sur le PC d'un commercial et qu'il s'en va, même s'il laisse son poste, parce que généralement c'est ce qu'on lui demande de faire, et on a quand même quelquefois une perte d'information parce qu'il a peut-être pas écrit, dans son fichier Excel tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit et ça peut être difficile. Bien.
L'autre sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le manque de visibilité sur l'activité commerciale ou la difficulté pour avoir des précisions et surtout de sentir un peu le marché. C'est-à-dire qu'un dirigeant a besoin de savoir, vers où il va et surtout de sentir si, en ce moment, on fait plus ou moins de devis qu'on pouvait le faire l'année dernière ou qu'on l'a fait il y a 2 ans. Alors là, on sort de périodes un peu chahutées, donc c'est quelquefois, il faut remonter à 2019 pour avoir des éléments de comparaison. Mais, voir si le marché repart aujourd'hui, c'est aussi un indicateur extrêmement précieux. Savoir si le nombre de devis, on voit qu'il est croissant, savoir ou au contraire, de dire: «Bah, tiens, là, on sait que» alors en fonction de l'activité, hein, j'ai par exemple des clients dans le bâtiment, ils avaient des fortes pics d'activité, ils travaillaient dans les écoles, avant les vacances d'été puisque les écoles fermaient, donc là, ils pouvaient retourner faire leurs travaux et cetera. Bon, c'est important de voir à quel moment le pic repart ou s'il repart pas parce que, l'année dernière, il est reparti moins vite, par exemple. Donc c'était des éléments importants pour savoir, comment réagir, comment mieux faire et puis, bah, mieux connaître sa saisonnalité et donc trouver un moyen de, combler les trous d'activité, travailler mieux et donc mieux piloter son activité. Le manque de visibilité sur l'activité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le taux de transformation et puis c'est la relance des devis. Il y a beaucoup d'entreprises où effectivement les commerciaux s'emploient vraiment avoir des à faire des devis, les faire aussi assez vite, mais ils n'ont pas d'outils. Alors si, quelquefois, c'est la pile des chemises qu'ils ont sur leur bureau qui sert à dire: «Je vais rappeler un tel, je vais rappeler un tel», mais ils savent plus quand est-ce qu'ils l'ont fait, ils ont oublié de le noter et cetera. Alors que, quand tout est dans le CRM, des tâches arrivent automatiquement. Quand on se connecte, on a ces relances et on peut automatiquement, penser à relancer les gens le bon déjà le jour où ils vous l'ont demandé, ça c'est quelque chose d'important et puis par rapport au devis, vraiment ne rien laisser traîner. Le dernier point, c'est sur la communication, j'en avais un petit peu déjà parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des fois du mal à avoir là aussi, c'est sur des bases vous pouvez très bien avoir un outil d'envoi d'emailing, mais qui a sa propre base de données, parce qu'elle n'est pas interfacée avec toutes les autres. Les données sont parfois incomplètes. Alors certes, on peut avoir, l'adresse email, mais par exemple, on n'a pas les effectifs ou on n'a pas le métier, ou il peut y avoir des doublons. Les gens peuvent avoir changé d'entreprise, c'est pas actualisé. Et donc là, c'est difficile de proposer d'envoyer de la communication qui ne correspond pas exactement aux attentes de ses clients. Donc ça, je parlais tout à l'heure de mettre des coups d'épée dans l'eau, c'est vrai que ça sert strictement à rien, voire même faire des fois des contresens ou mécontenter des gens. Donc voilà un petit peu des indicateurs qui peuvent vous mettre le doute dans la tête en disant: «Ça y est, ça me suffit plus ce que j'ai, maintenant je dois installer un CRM». Donc, c'est vrai que le marché aujourd'hui du CRM est un marché, en croissance constante. C'est le plus grand marché mondial de logiciels. Je ne sais pas si vous le saviez, mais globalement, plus de 50 milliards de dollars USD, en 2020, donc une croissance de 15 en 2019. Donc je ne sais pas si c'est la crise Covid qui a dynamisé ça. Mais en tout cas, selon Gartner qui fait au niveau de l'édition de logiciels qui fait foi, c'est un marché qui doit aller encore plus loin, avec des technologies qui sont de plus en plus à la pointe, pour les rendre plus complets. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des tendances quand même, hein, dans tout cela. Qu'est-ce qu'on voit? Que le CRM mobile est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à pouvoir travailler sur des postes fixes, mais aussi beaucoup, en détaché, voire en asynchrone, c'est-à-dire que pas toujours en mode connecté, mais d'être capable de pouvoir travailler, sur son téléphone portable, avancer là-dessus et puis avoir surtout du CRM en cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de CRM qui sont posés en version ce qu'on appelle SaaS, hein, mode SaaS, hein, c'est-à-dire sur le cloud, où effectivement, on n'a plus rien d'hébergé, donc on s'évite tout ce qui va être sauvegarde et cetera et ça correspond complètement à l'usage que peuvent avoir, les petites entreprises, que sont les TPE et PME. Alors, comment s'y retrouver dans ce marché? Aujourd'hui, alors certains parlent de 200 solutions, d'autres de 400 solutions, je ne les ai pas comptées, je ne suis pas capable de vous le dire. En tout cas, ce que j'ai essayé, c'est de vous brosser à peu près le paysage. Donc, solution cloud ou SaaS le plus souvent, mais il y a encore des solutions qui peuvent être hébergées sur un site. Alors pour les petites entreprises, TPE, PME, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour des plus grandes, c'est souvent pour des raisons de confidentialité, mais aujourd'hui, je pense que le cloud, les éditeurs notamment, qu'on peut avoir sur le marché français, sont hébergés pour la plupart en France. Ceux qui ne le sont pas, si vous ne voulez pas y aller, n'y allez pas, mais voilà. Donc ça, c'est le 1er point. Ensuite, il y a en gros 3 grandes familles de solutions. Des modules qui peuvent être des modules CRM qui sont intégrés à des ERP. Donc les ERP, c'est ce qu'on va appeler, les logiciels de gestion, c'est-à-dire que toutes les fonctions de gestion de l'entreprise sont regroupées, au niveau de ces solutions-là. Alors il faut faire attention parce que, quand on a une solution qui est isolée, elle va être plus puissante en termes de fonctionnalités, en termes de choses et
quand on est dans un ERP, l'intérêt, c'est que c'est intégré au reste. Alors, ça veut dire que nativement, la base client est partagée avec les autres modules, par exemple. Et puis même, des fois, il peut y avoir dans des ERP du sectoriel. J'ai mis des exemples là, par exemple. Si vous prenez Fitnet et que vous êtes une entreprise qui vend du service, par exemple, c'est très bien adapté pour les ESN, hein. On rentre les temps passés des gens et derrière, on fait la facturation directement et on a le CRM au préalable qui permet de rentrer les propositions aussi. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. Alors, il y en a certaines qui sont réservées aux grands comptes, même s'ils disent toujours qu'ils peuvent avoir des déclinaisons pour les petites entreprises. Là-dessus, ils sont quand même vraiment adaptés, je pense, aux plus grandes. Je parle à SAP, Oracle ou Adobe, et ça fait partie de ceux-là. Et puis les PME, avec des fois des déclinaisons métiers. C'est par exemple le cas de Libar qui est plus tourné quelquefois vers une activité soit de service, soit industrielle, et ou Fitnet, j'en ai parlé, et Sage qui est plus un généraliste. Voilà. Bon, ça, c'est des exemples de solutions. Moi, j'en recommande pas l'une plus que l'autre. Pour l'instant, j'essaye de vous donner un petit peu un tableau et de regarder tout cela. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire les gens qui ne font pratiquement que ça. Et là, on va avoir différents types de solutions. Ce que j'ai appelé des solutions haut de gamme, ou autrement dit des solutions chères et complexes. Voilà, on a dit. Alors là aussi, on dit que c'est accessible à des petites solutions. Tous les gens que je connais qui les ont mises, se sont lancés dans des projets qu'ils ont regrettés après pour les petites entreprises. Je ne vais pas vous empêcher d'y aller, mais en tout cas, là, la repo serait plutôt, c'est pas forcément des solutions pour les petites entreprises. Vous avez tous entendu parler d'elles. Les Salesforce, les Microsoft Dynamics, et il y en a encore d'autres, mais j'ai pas eu la peine de mettre tout ça sur toute la liste. Et puis derrière, on va avoir une multitude de solutions. Alors là, il y en a des dizaines et des dizaines de solutions pour start-up, TPE, PME. J'en ai cité quelques-unes, vous en trouverez des centaines d'autres, des PipeRide, des HubSpot, des Celsi, et cetera, qui sont ce qu'on appelle souvent des freemium. Alors, des freemium, c'est quoi? C'est des choses qui sont gratuites, hein, ou au moins pour une version de base. C'est-à-dire que, vous pouvez commencer à utiliser ces fonctions. Enfin, les fonctions sont limitées, c'est-à-dire, par exemple, vous ne pouvez pas avoir toutes les fonctions, un nombre de contacts démesuré, ou bien avoir des fonctions marketing poussées, ou avoir des choses comme ça. Mais au moins, on peut s'approprier la solution, regarder ce que ça donne, ce que ça donnerait en termes d'interface utilisateur, ou comment réagit l'outil, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et derrière, ensuite, on va avoir des prix qui vont être là, il y a différentes politiques tarifaires. Soit c'est par, fonction utilisée, c'est-à-dire si vous utilisez le module de base ou si vous utilisez le module marketing ou si vous utilisez le module service client et cetera, on reviendra tout à l'heure sur les modules, ou alors c'est en fonction de la volumétrie, hein. Heu, Par exemple, si on utilise HubSpot, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des contacts marketing, c'est-à-dire des gens à qui on peut envoyer des campagnes marketing, des emailing, des choses comme ça. Eh bien là, c'est fonction du nombre de lignes de contact marketing que l'on a. Puis quand on change de palier, on paye plus cher. Voilà. Donc là, ça veut dire que c'est différentes politiques. Il y en a d'autres, c'est par exemple, j'ai uniquement, j'utilise telle fonction, j'ai 25 € par mois et par tel poste, et puis après ça augmente, etc. Et c'est indépendant de la volumétrie. Donc là, à regarder, en tout cas, normalement, c'est assez. Les éditeurs sont assez transparents sur ces choses-là. Et en tout cas, avant même de choisir, vous le voyez, c'est directement, après vous pouvez toujours négocier, hein, mais globalement, les prix sont assez affichés. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres solutions qui sont ce qu'on appelle les solutions no-code. Les solutions no-code, c'est ce qui permet aujourd'hui, allez, je vais me lancer, je vais vous donner un terme un petit peu de vulgarisation, c'est ce qu'on pourrait appeler l'Excel 4.0. C'est-à-dire que ça pourrait avoir comment dirais-je, se présenter un peu comme du Excel, mais avec toute la force d'une base de données relationnelle que n'est pas Excel, avec du collaboratif, c'est-à-dire que vous pouviez travailler avec les collègues et avec des choses, avec des vues particulières, par exemple, quand on a, vous savez, un pipe d'affaires, c'est-à-dire dire dans les colonnes, j'ai le niveau d'avancement de mes affaires, et les petites vignettes vont vous montrer comment la proposition ou l'opportunité va vivre dans le temps. On va passer de j'ai envoyé une proposition, le client m'a retenu en shortlist, je suis en train de négocier avec lui, puis derrière il a signé. Donc voilà par exemple un exemple de parcours. Donc ça, c'est intégré dans ces solutions no-code, ces visualisations-là. Et puis surtout, l'important, c'est que vous ne pourrez gérer que les données qui vous sont utiles.
Et le point fondamental, c'est que vous pourrez, une fois que l'installation a été faite, alors en étant quand même un peu accompagné au début par des consultants ou par l'éditeur, peu importe, bah, derrière vous pourrez continuer s'il y a de nouvelles données que vous souhaitez rajouter, et ben vous pourrez vous-même les rajouter parce que vous aurez été formé, vous serez autonome. Alors que si vous voulez, faire des choses un petit peu, compliquées, dans les CRM, il y a souvent besoin d'être largement accompagné. Vous êtes dépendant de l'éditeur, notamment quand il y a des choses qui manquent pour mettre en place de nouveaux modules. Donc faut pas oublier ces solutions qui aujourd'hui, en termes de coût de mise en place et de simplicité de mise en place sont vraiment importantes et c'est des choses aujourd'hui qui vraiment répondent aux attentes des petites entreprises. Alors, un CRM, qu'est-ce qu'on peut faire avec un CRM? Quelles sont toutes les fonctions que l'on peut avoir? Alors j'ai pris 2 codes couleurs. Le code couleur bleu, les choses qui sont écrites en bleu, c'est ce qui va nous permettre c'est ce qu'en gros, c'est ce que j'appellerais les modules de base. Alors on n'est pas obligé de les prendre tous. Le module indispensable, c'est ce que j'ai appelé le module central, système d'information collaborative web et mobile. C'est ce qui va nous permettre, bah, de créer nos sociétés, nos contacts. Alors société, c'est quand on travaille en B2B, contact, c'est les interlocuteurs au sein des sociétés, mais on peut aussi travailler en B2C, on peut aussi travailler en B2B2C, on peut travailler avec des collectivités, peu importe les clients que l'on a, hein. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une vision à 360° de tout le reste des autres fonctions qu'on a dedans. Alors si on gère plein de choses, on aura beaucoup d'informations, mais si on gère au moins les contacts et les interactions que l'on a, qui sont la même chose, on aura ça. On pourra aussi y intégrer la messagerie. Si vous êtes avec, comment dirais-je? Avec Gmail, avec, Outlook, avec d'autres solutions, peu importe, on peut intégrer la messagerie. Même il est recommandé d'intégrer la messagerie. C'est aussi des tableaux de bord de tout ce qu'on peut avoir. Et puis après, bah, vous allez regarder de quelle manière, enfin, est-ce que vous avez besoin de plus de fonctions? Effectivement, s'il y a une force de vente ou même s'il y a un commercial, hein, bah, déjà, ça peut permettre de gérer tout ce qui va être les affaires, les opportunités. Donc là, c'est grâce à un module qu'on appelle généralement le module de vente. On va pouvoir gérer, la relance des opportunités, le pipe, les prévisions, mais aussi les objectifs de vente et pourquoi pas optimiser les tournées, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de la géolocalisation, on peut avoir plein de choses qui sont gérées dans tout cela. Le deuxième module, qui est aussi un module qui n'est pas forcément obligatoire, c'est le module marketing. Donc ça va être toute la faculté de faire des ciblages, c'est-à-dire de dire: «J'extrais telle population, de ma base client ou prospect ou que sais-je, par des critères de ciblage». Bah, c'est ce que vous aurez mis dans la base d'information, c'est peut-être le lieu géographique, c'est la taille de l'entreprise, c'est le métier, c'est, que sais-je. Après ça peut être aussi le ciblage sur la fonction. Je cible les dirigeants ou je cible les responsables RH ou je cible les acheteurs, que sais-je. Donc, sous réserve que bien évidemment toutes ces données figurent dans votre base. Donc c'est cibler, donc faire une population et à cette population, gérer une campagne marketing. Est-ce que ça va être une envoi, une invitation à un événement? Est-ce que ça va être un envoi à un webinaire? Est-ce que ça va être une proposition de, tout simplement une documentation? Et puis ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire que lorsque les gens vont cliquer sur, ce que vous avez appelé ce qu'on appelle généralement dans le jargon marketing un call to action, c'est-à-dire téléchargez ici en cliquant là ou bien inscrivez-vous ici, vous saurez que les clients ont interagi avec votre action. Et beh, ça derrière, ça permet de cibler, de bien voir qui a été intéressé et voir derrière de faire du phoning. Donc voilà un petit peu comment on peut travailler en termes de marketing. Bien. Alors, il y a aussi ensuite, ce qu'on peut appeler le service client ou service après-vente ou le ticketing, appelons-le comme on veut. Ça peut être les fonctions support, hein, tout simplement. Il n'y a pas que des recommandations, il y a aussi le support. Vous avez votre client, vous pouvez lui mettre à disposition aussi notamment, ça arrive dans les fournisseurs de machines, par exemple, qui mettent des documentations en ligne, une base de connaissances et le support peut se faire automatiquement aussi par ces fonctions-là. Donc là, c'est des fonctions de ticketing et puis des fonctions derrière de file d'attente qui font que, bah, lorsque le client, pose une question sur un paiement ou s'il pose une question sur un défaut de matériel ou s'il pose une question là-dessus, on est capable d'aiguiller en quelque sorte la demande par les files d'attente sur les bons interlocuteurs dans vos entreprises. Et là, vous gagnez énormément en satisfaction client, en gain client et en transparence et le client, lui, peut suivre, bah, le traitement de sa demande dans le temps, voir un petit peu comment les choses sont traitées. Donc ça, c'est les 4 modules de base et puis après, eh bien, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être proposées et qui sont alors quand je dis optionnelles, c'est les modules de base aussi sont optionnels, mais certains proposent ou pas. Alors la gestion des interventions pour compléter le service client, bah, c'est quand on va vraiment sur place où là on provoque des rendez-vous et des choses comme ça.
La base article, devis et cetera, là, ça va être toute la chaîne de facturation client que l'on peut prendre jusqu'au paiement. Donc on peut avoir une base article, on peut avoir des devis, on peut gérer les commandes, les factures, les encaissements. Donc là, on peut aller jusque-là. Donc si vous n'avez pas aujourd'hui, de système, qui est aujourd'hui, il y a des clients qui gèrent encore des facturations sous des systèmes Excel améliorés et cetera. C'est peut-être le moment de choisir une solution qui a ces fonctions-là, qui seront nativement intégrées avec votre CRM. Bien. Mais c'est aussi pour la possibilité de gérer les notes de frais des commerciaux, de gérer les temps si vous avez des gens qui interviennent en clientèle pour gérer votre facturation. C'est aussi la possibilité de gérer des projets. Donc on a comme ça tout un tas de fonctions que proposent les éditeurs, en fonction, des sujets. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y en a certains qui sont même avec des déclinaisons sectorielles, c'est-à-dire que pour certains métiers, proposent des modules qui sont complètement adaptés. Donc là, ça vous permet de mieux voir aujourd'hui, comment vous pouvez avancer sur ce CRM. Alors le CRM aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il va être il va interagir avec les systèmes tiers que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Alors effectivement, si vous avez par ailleurs votre système comptable qui a une base client et que dans ce système comptable, il y a aussi la facturation qui est, bien, il faudra voir comment, le CRM va interagir avec la base client. Est-ce qu'il faudra l'automatiser? Est-ce que c'est des relations manuelles? C'est-à-dire que, je crée un prospect dans le CRM, le jour où le prospect devient client, est-ce qu'automatiquement je vais aller créer un client dans la base client par quelque chose qu'il faudra mettre en place, un développement automatique? Ou bien est-ce que, j'envoie un mail à la personne qui est en charge de la compta des clients, lui disant: «Bien ça y est, j'ai reçu une commande, je viens de signer, il va falloir que tu crées le client avec tel type d'information». Là, ça dépend étroitement de votre organisation et surtout des volumes, hein, parce que si vous avez peu de volume, ça sert à rien de l'automatiser évidemment, ou de votre taille. Vous pouvez commencer manuellement et d'automatiser ensuite. La messagerie des agendas partagés, effectivement, quand on met en place un CRM, là, il y a des interactions à prévoir. Dans quel sens faut-il les mettre? Là, ça dépend un petit peu de l'éthique que vous avez. Qui est le système maître? Est-ce que les rendez-vous sont pris dans le CRM et après mettent à jour les autres agendas ou le contraire? C'est à vous de voir. Ce sera à vous de décider effectivement, lors de l'installation, les priorités. Il y a plein de les consultants ou les gens qui vous accompagnent, ce que je vous conseille, que ce soit chez l'éditeur ou dans l'intégration, vous aideront à trouver les meilleures solutions. Devis, facturation, même chose. Est-ce que, c'est que lorsque j'émets un devis depuis un système tiers, est-ce que ça crée automatiquement une opportunité dans le pipe d'affaires ou pas? À voir. Alors le site internet, je l'ai mis aussi. Le site internet, ça va être intéressant. Alors, peut-être pas pour les sites en ligne parce que si, mais on peut aussi l'imaginer, pourquoi pas, quand on a des sites de commande en ligne, des interfaces, mais c'est aussi pour ce qu'on appelle la capture de lead. Au niveau de votre site internet, vous avez peut-être une demande, ce qu'on appelle un formulaire de contact dans lequel vous dites aux gens, «Inscrivez-vous à ma newsletter» ou si vous souhaitez en savoir plus, installez-vous là et cetera. Et les CRM permettent de fabriquer des formulaires qui sont intégrés au site internet. L'idée, c'est dès que la personne s'inscrit, ça va créer automatiquement une ligne dans le CRM, avec un lead et ça veut dire qu'automatiquement derrière, on pourra mettre en place, des envois de mails ou des choses comme ça ou alors s'appuyer sur ce qu'on appelle le marketing automation, qui sont des logiciels un petit peu plus poussés pour les plus grandes. Là, on commence déjà à avoir un certain volume d'entreprises, hein, quand même, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu sur le côté, pour avancer sur tout ça. De la même manière, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui interagit sur des publications que vous pouvez avoir, il peut y avoir intérêt à le mettre en place dans le CRM pour communiquer avec lui de manière différente. La gestion RH, la paie, je l'ai mis, pourquoi? Ça peut être pour les commerciaux, puisqu'on peut vouloir calculer, les parties variables à partir des résultats, à partir de l'atteinte des objectifs, qui a été, calculé dans le CRM en fonction des signatures qui ont été faites et ça peut pourquoi pas alimenter des éléments de paie. Donc c'est par rapport à tout ça qu'il va y avoir des interactions, mais j'insiste, ces interactions peuvent être manuelles, heu ou automatisées et puis surtout, c'est le sens. Est-ce qu'elles peuvent être dans les 2 sens, dans un seul sens? Pourquoi? Comment? Donc ça fait partie des questions à se poser parce que le CRM, c'est une partie intégrante de la vie de l'entreprise. Donc les questions à se poser pour bien choisir un CRM, donc vous avez déjà on a vu un petit peu tout ça, donc là, c'est plus un récapitulatif. C'est déjà pourquoi vous mettez en place un CRM? Quelles sont vos attentes, vous, pour vous? On a vu tout à l'heure quels pouvaient être tous les ROI, mais vous allez sûrement en prioriser certains. Plus de ventes, plus de qualité, une meilleure communication, diminuer mes coûts, mieux voir mon envie commerciale, c'est-à-dire, voilà et puis surtout être capable de dire, derrière, comment je mesurerai que je l'ai bien atteint? Parce que ça, c'est quelque chose de capital. On doit définir des indicateurs ou voir qu'on est capacité de les avoir pour se rendre compte qu'on aura bien atteint nos objectifs. Donc ça, c'est avant toute chose. Alors après, on va se poser des questions sur plein de sujets.
Moi, mon périmètre fonctionnel, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Au moins au début, puis après plus tard. Parce qu'il y a peut-être des solutions qui vous boucheraient des portes, donc il faut déjà le savoir au début. Les particularités métiers, est-ce que je peux les gérer dans des sorties? Je veux gérer dans mon CRM des particularités métiers. C'est arrivé chez un de mes clients qui me disait: «Moi, je veux que dans le CRM, je puisse retrouver ça». Bah, effectivement, il faut que votre CRM soit capable de s'adapter ou alors il faut vraiment du sur mesure. Donc il faut voir ce que vous souhaitez gérer comme particularité métier. Vos clientèles, gérer parce que, bah, il y a des fois des CRM qui gèrent plus facilement tel ou tel type. Vos volumétries et là, la volumétrie, volontairement, j'ai mis centaines de contacts, des milliers de contacts ou des centaines de milliers parce que suivant ce qu'on veut gérer comme population, si c'est du B2C, du B2B ou et cetera, les facturations étant tellement différentes, il y en a certains qui vont s'éliminer d'office, hein. L'idée, c'est d'avant tout par rapport à cette offre pléthorique que vous avez vue, d'éliminer tout ce qui ne vous correspond pas, pour après vous concentrer sur votre recherche sur, des choses qui vous correspondent vraiment. Et le nombre d'utilisateurs aussi. Quels usages feront-ils? De toutes les fonctions, est-ce qu'ils iront plutôt sur le web, plutôt sur le mobile? Je l'ai dit tout à l'heure, plutôt offline, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui se déplacent dans des régions où, bah, même la 4G passe pas forcément bien et qui doivent être capables quand même de prendre des choses. Comment travaillent-ils? Bien. Est-ce que je dois prévoir des postes pour la direction? Est-ce que je dois prévoir des postes pour qui? Comment je vais travailler? Les interactions avec les systèmes tiers, c'était l'objet du slide d'avant, donc et réfléchir au moins. Pas les définir forcément détaillés, mais les définir. Et puis, est-ce que vous avez des moyens pour mettre en place le projet ou pas? Parce que ça, c'est aussi important. On peut mettre en place en quelques jours, l'environnement de base, hein, la brique du centre de tout à l'heure qui dit, bah, voilà, je vais pouvoir saisir des contacts avec des informations et cetera et puis gérer des interactions. Mais bah, quand on va vouloir commencer à interagir avec, par exemple la messagerie, bah, il va y avoir des choses à faire, quand il va falloir faire ça et cetera. Et puis quel budget êtes-vous prêt à mettre? Donc quand je parle de toutes ces questions, c'est pas pour autant qu'il faille faire un cahier des charges détaillé. Surtout, surtout, ne perdez pas de temps à faire un cahier des charges qui va trop loin. Ça ne sert à rien. La première chose, c'est parce qu'effectivement, dans le CRM, il y a plein de choses qui existent, alors c'est pas la peine d'aller dire que vous les voulez, parce que justement elles existent. Donc ayez une idée globale de ce que vous cherchez, mais surtout pas détaillée. Et puis parce que, faut travailler, on verra tout à l'heure dans le projet en mode agile, c'est-à-dire qu'on va prendre les problèmes les uns après les autres et on va les régler. Donc la vue globale qui est là est importante pour savoir où on va en matière de choix, mais c'est ensuite au niveau de la mise en place qu'on répondra effectivement au fil de l'eau avec vos questions. Alors, déjà, ce que je vous suggère en termes de mise en place, c'est d'avoir une démarche projet, d'utiliser une version freemium, hein. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous savez qu'à un moment donné, il faudra payer, mais au moins de vous faire la main avec quelque chose de gratuit. Ça permet d'avancer et de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis après, de travailler, avec un projet, en mode agile, c'est-à-dire avec des itérations successives. De commencer par exemple par la base de données avec les sociétés, les contacts et puis après de dire: «Qu'est-ce que je vais mettre?» Je vais peut-être mettre la messagerie, puis après, bon, j'ai un commercial, donc on va mettre en place le commercial, et cetera. Et puis, travailler ensemble avec les utilisateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir un pilote de ce projet ou une personne qui est un peu dédiée, mais surtout que tout le monde puisse donner sa pierre à l'édifice pour finaliser un process. Dire par exemple, le process qui est souvent un petit peu peut-être le plus difficile, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand une réclamation ou quelque chose arrive dans l'entreprise. Quand ça arrive, derrière, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qui prend la main? Pourquoi? Comment? Et ces ateliers-là, pour finaliser un petit peu le processus sur le service après-vente, ça peut être intéressant d'avoir tous les gens autour de l'équipe parce que tout le monde est compris, même jusqu'au comptable, hein, qui devra comprendre effectivement, avoir un œil sur ça pour savoir effectivement pourquoi l'abonnement ou la facture de maintenance d'un tel n'a pas été réglée. C'est l'occasion de travailler tous ensemble aussi au niveau de l'entreprise sur quelques sujets, hein, au niveau de la mise en place. Et ce qu'il faut aussi, c'est savoir se placer, dans un alors l'agile et le mode d'amélioration continue, c'est un petit peu la il y a des éléments compris, mais ne mettez pas en place tout dès le début. C'est-à-dire n'essayez pas de couvrir tout de suite, tout de suite. Essayez d'être dans un monde qu'on appelle essayer et apprendre de ce qu'on fait pour, tenir compte des difficultés. C'est-à-dire qu'au début, tiens, on dit: «On va mettre ça comme ça», puis on se rend compte que dans la réalité, non, non, nos clients réagissent pas bien. Si on demandait à nos clients d'aller se mettre ça sur internet, mais qu'ils ne le veuillent pas, il va falloir leur donner le temps de s'habituer et d'avancer comme ça. De la même manière, si vous demandez à vos commerciaux du jour au lendemain de changer complètement leur mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire: «Oh là là, oh c'est compliqué, on n'a pas envie» et cetera. Alors si vous commencez par dire: «Tiens, on va commencer par, prendre tes rendez-vous là et puis, tu vois, regarde, ça te fait gagner du temps». Donc c'est vrai que, le fait de constater qu'il y a quelque chose de positif pour la personne l'entraînera et sera un levier motivant pour aller continuer derrière et le faire. Et ça, c'est un petit peu le mode global qu'il faut avoir, c'est-à-dire que les gens trouvent que, ça leur apporte vraiment quelque chose dans leur quotidien et donc ils ont envie de généraliser l'usage, hein. S'ils voient que ça va leur permettre de gagner du temps,
à la fois quand ils sont sur le terrain, par exemple, pour aller visiter d'autres clients, ou si ça leur évite, enfin, ça leur fait permettre de mieux gérer leur temps par les relances, par des choses comme ça, ou d'avoir des documents automatisés, hein, des confirmations de rendez-vous, des choses comme ça, eh bien, ils auront envie d'aller plus loin et de continuer sur tout cela. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon, pour que tout marche bien, il y a la base de données qui doit être effectivement, bien faite. Il y a les process et je vais vous souhaiter vous donner ici, quelques bonnes pratiques qui regroupent un petit peu tout cela, pour que si vous mettez en place un CRM et que vous voulez en tirer le meilleur parti pour le développement de votre entreprise, il y a quand même des choses à faire. La première chose, c'est d'avoir une base de données, et je dis la meilleure base de données, c'est la vôtre. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on commence, quand on se lance dans une activité ou quand on veut redynamiser, les clients quelquefois ont tendance à me dire: «Ah ben je vais acheter une base de données, qu'est-ce que vous me conseillez?» Bien. Alors effectivement, quand on a zéro contact, bah, faut bien aller en prendre quelque part. Alors, il y a plein d'organismes qui mettent à disposition des bases de données, mais il faut bien comprendre qu'une base de données achetée, c'est une photographie à un instant T et que l'instant T, bah, 3 semaines après, il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qui ont changé de société, il y a des gens qui ont été rachetés par des groupes et cetera. Donc il y a une vie des entreprises qui fait que ça vit tout le temps. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on commence, bah, on a ce qu'on a, ou on a, un historique, on va dire, de l'entreprise, mais en tout cas, on doit l'actualiser en permanence et c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que, quelqu'un reçoit un mail, on dit: «Attention, nous avons changé de nom, d'adresse, de ci, de là». La première personne qui l'a doit aller immédiatement le mettre à jour dans le CRM. Pourquoi? Parce que, bah, on a immédiatement l'information et ça risque de pas éviter d'envoyer des mails aux gens avec des mauvaises adresses, avec des choses comme ça et de les mettre dans de mauvaises dispositions. C'est-à-dire que cette base de données doit être actualisée. Si quelqu'un quitte l'entreprise, on ne le supprime pas, on le garde bien sûr pour les archives, mais on dit qu'il n'est plus dans l'entreprise. Certains CRM vous permettent même de faire un lien en disant quand vous le retrouvez dans une autre entreprise, bah, il peut devenir un interlocuteur pour vous, ça peut devenir intéressant, bah, de faire le lien avec, celui que vous aviez avec sa fonction qu'il avait dans la précédente entreprise. C'est-à-dire que ça peut faciliter les choses dans les contacts et réattribuer un client au même commercial qu'il avait quand il était dans l'autre société pour avoir plus de résultats. Bon. La géolocalisation, ça j'en ai parlé. Ça facilite effectivement l'organisation des tournées des commerciaux lorsqu'il y en a, ou des visites à proximité. Vous êtes en train de visiter un client, vous dites: «Tiens, je suis dirigeant, je vais aujourd'hui en rendez-vous chez le client, lequel je pourrais passer voir? Tiens, ça me ferait plaisir, lequel j'ai dans ce coin-là ou dans cette région-là?» Si c'est à distance et je peux vous dire que ça les visites impromptues quelquefois font vraiment du bien et les clients sont ravis. Les agendas et les mails partagés. Alors là, encore une fois, c'est vous qui déciderez du niveau de partage. C'est-à-dire que certaines informations, par exemple, certaines relations qu'il peut y avoir, entre dirigeants, certains commerciaux, vous pouvez décider qu'ils ne les voient pas. À l'inverse, le dirigeant peut voir des mails de commerciaux, si vous le décidez, ou tout le monde peut partager. Là, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir, mais en tout cas, ça veut dire que moi, j'avais un client qui, bah, allait voir, qui avait une équipe assez grande, c'est vrai, et qui allait voir, de temps en temps les responsables, acheteurs, du compte client, bah, qui voulait voir un petit peu, voir la température et voir un petit peu les rendez-vous qui avaient été pris, le niveau d'affaires. Et bah, c'était intéressant pour lui d'explorer le CRM avant d'y aller, plutôt que de passer 10 coups de fil aux commerciaux qu'il avait sur toute la France. Ça permettait, quand il allait voir le responsable des achats national, d'avoir une vue globale et d'avoir un petit peu la température. Automatiser des tâches, ça je l'ai déjà dit, et puis les modèles de documents. Bah, par exemple, automatiser des tâches, c'est être capable de dire: «J'envoie une opportunité à tel client, enfin, je viens d'envoyer un devis à tel client», bah, automatiquement 4 jours après, je me programme une tâche de relance qui dit: «Rappeler le client, pour savoir ce qu'il en passe». Ou des modèles de documents pour les confirmations de rendez-vous. Celui-là, c'est le plus simple, mais ça peut être pour plein d'autres choses, pour des envois de documentation, pour des choses comme ça. Ne demandez plus faites gagner du temps à vos commerciaux, c'est toujours les automatisations, mais c'est aussi de ne plus demander de reporting à vos commerciaux. C'est-à-dire automatiquement d'avoir des tableaux de bord, le matin quand on se connecte, d'avoir des tableaux de bord de l'activité commerciale, qui sont faites automatiquement ou périodiquement, hein, peu importe, par le CRM, c'est-à-dire, bah, le nombre de nouveaux devis qui ont été faits, le nombre de nouveaux clients, les visites qui ont eu lieu, que sais-je? Tout un tas d'informations qui vont vous intéresser. C'est aussi, de remettre en place des réunions commerciales. C'est capital. C'est capital parce que, bah, certains commerciaux, quelquefois, se sentent seuls et abandonnés de leur direction. Ça m'est arrivé à de nombreuses fois. On fait une réunion, mais on fait une réunion d'1 heure.
par semaine, voire d'une demi-heure. L'idée, c'est de partager vraiment, ce qu'on a dans le pipe d'affaires et les affaires qui avancent et les difficultés qu'on rencontre ou au contraire, les choses qu'on a vues, de partager sur tout ce qui se passe à un niveau commercial. Et là, il suffit de se mettre sur le pipe commercial, c'est-à-dire tous les devis qu'on a en cours et on voit tout de suite sur quelle chose on peut marcher ou les difficultés qu'on rencontre et on voit sur quoi il faut mettre vraiment l'accent sur la semaine d'après. Puis effectivement, c'est aussi être capable, d'avoir périodiquement, et là c'est peut-être plutôt à la fréquence du mois, d'analyser les ventes, hein. Donc de savoir où on en est, de savoir est-ce qu'effectivement on avait prévu de travailler plus sur ce produit, mais on se rend compte que les clients commandent plus celui-là ou plus tel autre, et cetera. Donc ça peut se faire à partir d'une gestion commerciale, mais aussi à partir du CRM, pour aussi que les actions marketing, c'est-à-dire que, vous pensiez que tel produit se vendait mieux, peut-être falloir faire une action de promotion sur tel autre parce que, vous vous rendez compte que en fin de compte, c'est celui-là qui la promo que vous aviez fait sur le produit qui ne se vend pas n'a pas marché, mais par contre, vous pensez que vous pourriez développer vos ventes plus sur tel axe, tel autre ou sur tel type de clientèle, par analyse de ce qui se passe. Et puis vous vous rendrez compte aussi qu'il y a des clients qui vous abandonnent. Donc ça, c'est aussi important d'être capable de le voir et d'être capable de les relancer pour repartir. Donc, c'est des facteurs clés de succès du CRM, mais c'est des facteurs clés de succès du CRM et de votre performance commerciale parce que les 2 vont vraiment de pair. Le CRM, c'est je l'ai mis, dans ma publication sur les réseaux sociaux quand j'ai annoncé le CRM, c'est le digital qui vous permet aussi de dynamiser votre activité commerciale. C'est un apport de plus que peut apporter, le CRM pour tout cela. Voilà, merci de votre attention, merci de peut-être des questions que vous avez posées parce que je n'ai pas regardé pendant que j'ai animé. Non, Maintenant alors, donc on va effectivement passer à cette, séance de questions. Axel, y a-t-il alors effectivement, Corinne, non, je pense que ton intervention a été extrêmement complète, claire, et on a nos intervenants, n'ont pas de questions à adresser là, à l'issue de cette ah ben, présentation ça va peut-être venir maintenant, c'est-à-dire qui c'est le dresse le bien à la 1er qui doit fois poser les, la première personne qui doit poser quelque chose. Je ne sais pas si aujourd'hui, est-ce que certains non, non, d'entre vous, c'est utilisent pas le déjà des cas. CRM ou ont envisagé de faire quelque chose? Écoute, j'ai bien suivi la fenêtre de Ah, chat et c'est j'ai vrai une qu'on question, on j'ai une n'a pas de question, témoignage j'ai une sur question le. dans le chat, Ah hein. oui, J'ai une il question y en qui a vient une, d'arriver. effectivement. Que Ah conseillez-vous comme oui, CRM freemium? Alors j'avais dit que je conseillerais rien, que je conseillerais rien. Aujourd'hui, tapez CRM freemium, il va y en avoir 10 qui vont tomber qui vont tomber. Mais j'ai cité HubSpot, j'ai cité, qu'est-ce que j'ai cité? Pipedrive. Vous tapez CRM Premium, il y en a 10. Vous les regardez, vous regardez ce qu'il y a de mieux, vous regardez ce qui est le plus adapté. Alors moi, je vais vous dire, je vais pas faire forcément de pub, chez, Digispin, on utilise HubSpot, qui est assez facile, mais peut-être que dans votre cas précis, c'est peut-être plus aussi une solution sur mesure. J'ai parlé des solutions no code et c'est pour ça que j'ose pas forcément dire ça, mais est-ce que Dynamics n'est pas trop grande pour une PME de 20? Moi, je trouve que oui, si, c'est trop gros, mais ça dépend ce que vous en faites. Ça dépend si vous êtes super fort et que vous utilisez Microsoft sur d'autres choses. Dynamics, pour moi, c'est une solution haut de gamme. Donc une boîte de 20 personnes, ça dépend de son chiffre d'affaires, ça dépend de ses clients, ça dépend de plein de choses. En première approche, je dirais que c'est peut-être un peu trop gros, mais je ne connais pas assez votre contexte. Je suis prête à en discuter si vous souhaitez. Je vais vous passer sur le slide d'après, vous avez mes coordonnées et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez qu'on en reparle. À regarder, tout ça dépend ce que vous voulez aussi faire de votre CRM. C'est-à-dire que si vous voulez, en gérer la facturation, si vous voulez gérer plein d'autres choses, peut-être que c'est adapté. D'où partez-vous? Vers où voulez-vous aller? Voilà, c'est un petit peu ça et puis, que comptez-vous en faire? L'idée, c'est pas de se alors, aujourd'hui, certains éditeurs, justement, disent, «On a des versions adaptées aux petites entreprises». Heu, il y a des complexités quelquefois qui sont, c'est difficile, vous savez, moi, j'ai connu des gens qui, par exemple, travaillaient dans de très grands groupes et donc forcément, le grand groupe avait acheté SAP pour, l'ensemble des fonctions de l'entreprise. C'était adapté pour la facturation, pour plein de choses, mais demander à l'entreprise de gérer cela, demander aux collaborateurs de saisir leurs notes de frais dans SAP. À chaque fois, les collaborateurs hurlaient parce que, même s'ils étaient très nombreux, pour saisir une note de frais, il fallait saisir une facture fournisseur. Et là, ça devenait horrible, quoi, parce que il y avait plein d'informations qui n'étaient pas utiles. Ce que vous risquez d'avoir sur une solution qui est trop haut de gamme, c'est des tonnes d'informations qui ne vous correspondent pas et qui ne vous servent pas. Alors, comment expliquer à des utilisateurs: «Ça, tu t'en sers pas, ça, tu t'en sers pas, ça, tu t'en sers pas?» Ils vont dire: «Ça ne me va pas, c'est pas adapté à mes besoins». Donc, plus on est une petite entreprise et encore une fois 20 personnes, si vous êtes 20 personnes dans le service auprès des entreprises, ça peut être petit. Si vous êtes une boîte, sur d'autres sujets, ça peut être une boîte plus grosse. Donc ça dépend vraiment ce que vous voulez en faire. Mais, c'est surtout la complexité des écrans, de l'interface utilisateur, la complexité du projet de mise en place. C'est pour ça que si vous quel budget avez-vous à mettre sur le CRM? Vous êtes fixé quelque chose ou pas?
c'est aussi fonction du retour sur investissement que vous attendez, mais et combien de personnes pouvez-vous mettre à disposition sur le projet? Parce que si on vous dit: «Ben voilà, il va falloir une personne pour ci, une personne pour ci, une personne pour là», bah, si vous êtes 20, ça risque d'être peut-être un peu difficile. Donc c'est un petit peu toutes ces complexités qu'il faut avoir. Mais moi je crois pas, enfin là c'est je parle parce que ça fait quand même une trentaine d'années que j'évolue dans le monde, dans le secteur informatique. Avant de créer mon cabinet conseil il y a 12 ans, j'ai été commercial dans le secteur informatique et j'ai vendu des logiciels. À l'époque, on commençait à parler des logiciels grands comptes qui, avaient des versions, on va dire, pour les petites entreprises. Maintenant, c'est courant, tous les grands le l'ont. Moi, je suis pas persuadée que c'est comme ça que ça marche. Une solution, elle est native pour une petit type d'entreprise ou pas, mais adaptée, on va dire un peu «dégradée» entre guillemets, hein, une solution grand compte pour la mettre à une petite entreprise, ça marche pas. Ça marche pas parce que quand c'est conçu pour une grande entreprise, c'est conçu pour des process, voilà. Quelle solution en mode offline? Non, ça, c'est qui gère aussi la facturation pour raison de confidentialité. Alors je comprends pas tout là. Quelle solution en mode offline et non SaaS et qui gère aussi la facturation? Ah oui, bah, c'est-à-dire que là, la confidentialité, vous voulez pas que tout le monde voit la facturation, si je comprends bien votre question, Olivier. Bah, c'est vrai que la facturation, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, même titre que les encaissements, même titre que tout ça. De manière générale, c'est pas forcément le offline. C'est pas parce que on est en ligne que tout le monde le voit. Même si vous voulez pas que normalement, même les éditeurs ne voient rien, parce qu'il y a quand même une confidentiation, il y a le RGPD qui fonctionne, hein. Les données des entreprises, les éditeurs, elles doivent être cryptées et les éditeurs les voient pas. Mais si vous souhaitez que vos collaborateurs voient le reste des données du CRM et ne voient pas la facturation, bah, tout logiciel normalement qui fait la facturation et qui fait le CRM normalement constitué, doit permettre de gérer ça en confidentialité. Même une solution, no code ou machin doit être capable aussi de le gérer. Et donc j'en connais pas, et quand on dit offline, c'est pas non SaaS. Alors offline, ce que j'ai voulu dire par offline, c'est, qu'à un moment donné, vous êtes, soit sur un PC, soit sur un téléphone mobile qui n'est pas connecté au web. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille par exemple, vous prenez une commande, vous la prenez sur un logiciel et puis quand vous arrivez, que vous vous reconnectez à internet, là, c'est là que la synchronisation se fait. Ça se fait pas, la synchronisation n'est pas immédiate. C'est ça le mode offline, hein, par rapport au mode, et la différence de SaaS, c'est ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est installé sur un serveur qui vous appartient. Alors que le SaaS, c'est sur un serveur qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais normalement, là aussi, l'éditeur de logiciel doit vous dire: «C'est hébergé chez machin en France ou à l'étranger, ou ci ou là». Salesforce, pendant très longtemps, il y a pas mal d'entreprises qui ne le voulaient pas en France parce que tout était, aux États-Unis, et donc vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Patriot Act et ça veut dire que tout le monde peut voir l'administration américaine peut voir vos données, et ça, donc plein de sociétés françaises ne le voulaient pas à juste titre. Alors depuis quelque temps, ces entreprises américaines hébergent en Europe maintenant et on est un peu en différence, donc voilà. Donc là, bah, vous voyez, vous avez, Olivier, commencé à mettre vos besoins, vous êtes en phase de recherche aujourd'hui ou vous êtes, ce sera pour plus tard dans votre projet? Je ne sais pas, si vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ou c'est que vous l'avez déjà peut-être pris et que, en quelque sorte, ce que je vous dis va peut-être vous casser le moral? Je ne sais pas. Ah, Bon, donc bon, d'autres questions? Parce qu'il y a encore quelques participants qui sont là, donc n'hésitez pas, hein, à poser des questions, j'ai pas j'essaye de vous apporter des éléments. L'idée, c'est de vous aider à choisir, en tout cas de comprendre qu'il y a un bon moment et qu'il y en a vraiment pour tous les budgets, des solutions comme ça. Bon, on va peut-être en rester là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, à envoyer des messages, soit, à l'adresse qui s'appelle adpme@digispin.io, hein, ou contacter pour qu'on puisse avancer. Nous restons complètement à votre écoute. Merci encore une fois de votre attention et puis, bah, à très bientôt sur un autre webinaire. Axel, faut peut-être merci annoncer à le tous les prochain 5 webinaire, la participants. semaine prochaine? Oui, absolument. Vous savez que ce webinaire-là est organisé dans le cadre de tout un programme. Corinne intervient régulièrement sur tous ces sujets très pratiques, CRM, logiciels, outils, mais aussi parfois sur des interventions où elle va donner une vision bien plus globale des choses. Ouais, donc la semaine prochaine, Et c'est la aussi semaine DigiSpin prochaine, qui intervient sur le thème data et absolument, digital de mémoire, hein. Voilà, Digispil va revenir sur le thème data et digital, tout ce qui voilà. est gestion de vos données. Donc, c'est tout à fait dans la continuité de ce que Corinne vous a présenté là, Mmh. sur le CRM, qui est en partie une base de données, plus toutes les fonctionnalités détaillées dans le détail duquel Corinne est revenue. Et puis Merci n'oubliez à pas que tous. Oui, je juste vous un laisse, petit Corinne. point, si tu me permets, pour terminer. N'oubliez pas que sur le site ADPME, vous pouvez aussi faire un diagnostic de maturité, hein. C'est-à-dire que, il y a peut-être des questions que
ne vous étiez pas posé. Ça peut être intéressant d'aller sur ce diagnostic de maturité parce que, on vous pose des questions sur les fameux 6 axes que j'ai dit au début, hein, stratégie, marketing, canaux et cetera et bah, ça nous permet de savoir où vous en êtes aussi, hein et donc de vous diagnostiquer et après, de voir un petit peu aussi tous les webinaires qui existent en live ou en replay et donc de continuer à vous cultiver sur les sujets. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.